making bounce on Baobab. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup et bienvenue d'avoir rejoint ce webinaire. Je me nomme Roch Agon, je suis béninois et je suis assistant programme chez Global Kickback Circle. Et merci d'avoir rejoint ce webinaire au cours de laquelle nous allons aborder la question éminemment pertinente de la manière par laquelle la jeunesse africaine peut être l'avant-garde du développement durable en initiant des entreprises innovantes et en exploitant les avancées technologiques dans le domaine de l'information. Pour ce faire, je suis avec quatre experts en la matière qui partageront avec nous leurs expériences et perspectives concernant la mise en place et la croissance d'une start-up en Afrique. Avant de les introduire, je voudrais vous inviter à écrire votre nom dans le chat et le pays dans lequel vous êtes et aussi à garder votre micro désactivé tout au long de nos échanges. Posez vos questions dans le chat en mentionnant le nom du panéliste auquel vous l'adressez ou en général. Nous allons les répondre à la fin et aussi vous donner la parole pour poser vos questions directement. Donc, je suis avec quatre panélistes, comme je l'ai dit. Le premier panéliste, c'est Monsieur Lucien Medjico. Monsieur Lucien est alumni de la fondation, de la bourse de la fondation Mastercard. C'est un professionnel chevronné spécialisé dans la digitalisation des marchés agricoles et l'amélioration de la cybersécurité pour les PME africaines. Il a fondé Ipinea, une plateforme mobile révolutionnaire connectant les producteurs d'ananas à des marchés béninois et internationaux. Monsieur Lucien a remporté plusieurs concours, tant sur le plan individuel qu'avec ses équipes, entre autres le Hackathon Digitech organisé par Enabel, le Hackathon AgriHack organisé par l'International Trade Center et le Social Venture Challenge organisé par Resolution Project. Et son équipe a également fini finaliste du Challenge Afrique organisé par France 24 et RFI. Bonsoir, Monsieur Lucien. Bonsoir, Roch. Bonsoir, chers copanélistes et bonsoir les participants. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ici. Notre deuxième panéliste, c'est Monsieur Jameu Ohunko. Monsieur Jameu est cofondateur et directeur de 190, une organisation de soutien aux entreprises au Bénin qui fournit des services de conseil, de formation et de soutien et aussi de préparation à l'investissement aux startups technologiques en Afrique francophone. Avec plus de 15 ans d'expérience en gestion et en conseil stratégique pour les PME et startups, il a collaboré avec plusieurs organisations telles que l'Agence universitaire de la francophonie, l'Agence de développement de City, le Centre du commerce international de l'ONU, la GIZ, Etrilab et beaucoup d'autres. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Bonsoir, Rock, et bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux d'être ici ce soir et pour participer à ce séminaire, ce webinaire, et aux côtés des autres experts. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est un plaisir pour nous de vous avoir aussi ici. Donc, notre troisième panéliste, c'est monsieur Serge Assalé. Monsieur Serge est un entrepreneur avec une solide expérience en marketing et communication, avec ses plus de 17 ans d'expérience passée dans la télécommunication, la loterie, les FMCG et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Monsieur Serge est un apôtre des technologies dédiées à l'éducation. Il dirige depuis 2019 Enet Africa, une entreprise technologique qui s'engage à apporter les meilleures technologies au système éducatif en Afrique. Monsieur Serge, il a décidé d'être avec nous ce soir pour partager ses expériences et ses perspectives en termes de création et de croissance d'entreprises au Bénin, non, et en Afrique. Monsieur Serge, comment vous allez? Merci Roch, bonjour. Je vais très bien et c'est toujours un plaisir de participer à ces différents échanges-là, nous permettant d'apporter un peu notre expérience. Et voilà, je suis toujours disponible lorsque vous aurez besoin de moi. D'accord, merci beaucoup, monsieur.
Euh, Notre dernier panéliste, c'est M. Élisée, secrétaire général du réseau international de la jeunesse de la francophonie. Monsieur Élisée est un expert en économie sociale et solidaire et il est le cofondateur de l'entreprise Envol. Au-delà de ses 8 ans d'expérience en gestion de projet et en coaching, il est l'ancien chargé de mission et conseiller en création d'entreprises dans le programme de bourse de la Fondation Mastercard au Bénin et au Labis Porto Novo du Bénin également. À travers son co-initiative Digital Women Heroes et sa position de vice-président de Women in Tech Bénin, il promeut l'employabilité numérique et l'entrepreneuriat des femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous, Monsieur Élisée. Comment vous allez? Ouais, je vais super bien. Merci Rock. Merci à toute l'équipe pour l'invitation et salutations à tous les autres éminents panélistes, Jamiou, Lucien et Serge. Donc, un plaisir hein, d'être à vos côtés pour discuter de ce sujet. Donc, merci pour l'invitation et je suis sûr qu'on aura de très belles échanges et que les participants vont sortir de ce webinaire avec plein d'idées, avec plein d'astuces aussi. Oui, effectivement, ils vont sortir avec plein d'idées et apprendre aussi de votre expérience, de ce que vous savez et des conseils que vous allez leur donner. Donc, je vais aller droit au but. Ma première question s'adresse à Monsieur Lucien. Alors, vous avez remporté plusieurs concours d'entreprise et tout. Et nous sommes curieux de savoir comment votre idée est née. Comment est née votre idée d'entreprise? Parce que n'importe quelle idée ne peut pas recevoir autant de financement. Selon vous, que signifie avoir une bonne idée d'entreprise? Alors, merci beaucoup, Rod. Euh, C'est un plaisir pour moi d'être sur cet événement avec vous. Alors, j'ai compris deux questions de ce que tu as dit. Comment est née l'idée d'entreprise, l'idée de BioLiveTech et comment on fait pour gagner des prix, enfin, avoir une sorte de, de récompense à ce niveau-là. Déjà, comment est-ce que l'idée de BioLiveTech est née? BioLiveTech, c'est une entreprise agritech au Bénin ici que nous avons créée dans le but d'utiliser les nouvelles technologies, notamment les technologies de la donnée, pour influencer positivement la façon dont les produits agricoles sont commercialisés au Bénin et en Afrique. Simplement, ce que nous avons fait, comme Rock le disait tantôt, nous avons développé une plateforme aujourd'hui qui connecte les producteurs d'ananas aux acheteurs. Aux acheteurs, il y a les transformateurs, il y a les exportateurs, il y a les commerçants. Ceci à partir d'une carte dynamique qui cartographie les champs d'ananas avec leur niveau de maturité. Alors, c'est quand même, revenir un peu sur mon background, j'ai fait une licence en sécurité informatique à l'Institut de formation et de recherche en informatique, IFRI, au Bénin ici. Donc, vous pouvez vous demander, mais si c'est le cas, comment tu te retrouves dans l'agriculture? Donc, il faut dire, moi, je suis né de parents agriculteurs. Donc, j'ai pratiqué l'agriculture avec mes parents depuis mon enfance, avant d'obtenir le bac. Et donc, j'ai passé plus de 10 ans, bon, une dizaine d'années à faire l'agriculture avec mes parents. Donc, ce temps m'a permis de saisir un tout petit peu les problèmes auxquels les agriculteurs, à l'instar de mes parents, étaient confrontés. Et l'un d'entre ces problèmes-là, c'est le problème d'accès au marché. Euh, je suis venu à l'université, j'ai fait une formation dans le domaine technologique et tout, mais ça m'a permis d'avoir des compétences techniques, mais aussi de me faire une idée ou bien de développer une sorte de vision pour l'agriculture, pour une agriculture moderne dans le contexte africain, je veux dire. Ensuite, j'ai rencontré mon associé ou mon cofondateur, qui est un ingénieur agronome, qui, dans ses travaux de recherche, a travaillé justement aux côtés des producteurs d'ananas. Et de cette expérience, lui, il a pu maîtriser euh, le problème d'accès au marché en agriculture et spécifiquement dans la filière ananas, comment ça se manifeste au Bénin. Donc, comment est née l'idée de BioLiveTech? Je vais dire, c'est cette combinaison entre deux personnes, un avec son bagage technique en informatique, avec son histoire,
et l'autre avec une parfaite connaissance des problèmes de l'agriculture. Donc, c'est la combinaison de ces deux histoires-là qui a conduit à la création de BioLabTech. Donc, c'est depuis 2020 que nous avons lancé cette plateforme dans l'idée d'apporter euh, une solution numérique au problème d'accès au marché des produits agricoles et nous avons commencé par la filière ananas. Le reste, pour ce qui concerne les prix, je pense que c'est déjà clair, on savait déjà ce qu'on veut faire. On veut régler un problème très pertinent qui ruine la vie, qui a ruiné d'une manière ou d'une autre la vie de mes parents, c'est mon histoire, des gens autour de nous. Donc, c'est un problème brûlant auquel on veut apporter une solution. Et quand on se lance dans ça, je pense que on est guidé par cet objectif, bien cette envie de créer de l'impact. Je pense que les résultats sont perceptibles pour les uns et les autres et les prix vont s'en suivre ensuite. Donc, Rock, voilà un peu comment l'histoire de création de BioLabTech et bon, comment on arrive à à avoir des prix. Ça s'ensuit quand on se donne au travail, on est sur un projet assez pertinent. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je trouve que c'est excellent d'avoir étudié et d'identifier quand même un problème dans sa communauté et d'essayer d'appliquer ce qu'on a appris à l'école pour pouvoir résoudre un problème qu'on connaît bien et qu'on sait que c'est quelque chose qu'il faut trouver de solutions, à laquelle il faut trouver des solutions et pour aider nos parents et notre communauté. Merci beaucoup. Monsieur Élisée, il y a une étude menée par Statista en 2020 qui montre que 75% des startups africaines ne survivent pas un an après leur création, alors qu'à la base, on pense tous qu'on a une bonne idée d'entreprise. Selon vous, quelles sont les erreurs que les jeunes commettent souvent et pourquoi on constate ce taux d'échec? Oui, merci. Je pense que tu as essayé quand même déjà de répondre un peu. C'est ça. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a la meilleure idée. Et c'est un peu malheureux parce que on en rencontre beaucoup en tant que coach accompagnateur qui viennent avec une idée et qui pensent que c'est l'idée la plus extraordinaire du monde. C'est infaillible, ça va marcher, ça va faire des millions. C'est sûr qu'ils vont rivaliser avec Dangote dans 2 ans. Donc voilà, donc on en a comme ça qui viennent. Et quand on essaye de leur expliquer, de leur montrer, il y a certains qui restent flexibles quand même, qui, au travers des différents outils que nous utilisons, essaient de réajuster, mais il y a d'autres qui sont, c'est comme si tu es en train de briser le rêve et tout ça. Donc, c'est le premier élément pour moi, c'est le fait de trop croire, de penser que l'idée qu'on a est l'idée la meilleure au monde et qu'on ne puisse pas laisser se faire accompagner et re-questionner cette idée avec les outils qu'on a. Donc, c'est déjà ça. Et l'autre chose, c'est le manque, parce que quand on veut aller à la création d'entreprise, c'est normal parce qu'on est dans un contexte où on va à l'entrepreneuriat, on est dans un contexte d'entrepreneuriat de subsistance, donc on veut aller très vite, on veut gagner très vite de l'argent, on veut lancer très vite, donc on ne prend pas, excusez-moi, confirmation de langue, ouais. Donc on ne prend pas le temps de pouvoir questionner l'idée, donc de passer par un bon programme d'idéation, de se faire accompagner au travers d'un programme d'incubation. Donc il y a ce facteur de fait qu'on veut aller très vite, on ne veut pas se questionner, on ne veut pas questionner l'idée, on ne veut pas aller faire les tests de marché, donc on veut lancer très vite, on veut gagner vite de l'argent, on veut vite être CEO. Rapidement et le mettre sur LinkedIn, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis CEO. Donc, on veut aller très vite, on ne questionne pas les choses et ce qui fait qu'à la longue, on constate que la réalité de l'idée avec la réalité du terrain, il y a un grand gap. On n'a pas eu le temps de tester, on n'a pas eu le temps de corriger, on n'a pas eu le temps de tester, on n'a pas eu le temps de corriger, on n'a pas eu le temps de tester, on n'a pas eu le... C'est ça l'entrepreneuriat, c'est un processus. Vous passez par l'idéation, ce qui vous permet de questionner l'idée, d'être sûr que en tant que jeune entrepreneur, vous ne rentrez pas dans la case de l'océan rouge, que vous allez vers l'océan bleu, que vous, dans l'océan bleu, vous trouvez votre place, que vous ne rentrez pas avec les crocodiles. Donc, voilà. Donc, un premier élément, c'est d'être très sûr de son idée et de ne pas laisser se faire accompagner et questionner cette idée-là et s'assurer que
cette idée sur le marché pourra être durable, on pourra gagner de l'argent, se développer. Et deuxième chose, c'est le fait de vouloir aller aussi très vite dans son ambition d'avoir une entreprise, de ne pas laisser le temps de faire tout le processus, de se faire accompagner et tout ça. Et au-delà de ça, quand je veux parler maintenant de l'écosystème, c'est-à-dire que au niveau surtout francophone, on a un réel, il y a une difficulté d'accompagnement, surtout en termes de financement, qu'on le veut ou non, après l'accompagnement technique et tout ça, les compétences techniques, il vous faut de l'accompagnement financier, il faut un fonds d'amorçage. Donc, on a très peu de dispositifs qui offrent ça, qui permettent aux jeunes francophones. Et quand vous voyez même les startups qui lèvent des fonds un peu partout, vous voyez qu'on a beaucoup plus de startups dans le monde anglophone. Et en plus, quand vous les voyez dans le monde francophone, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est, voilà, vous savez que il n'est pas de là, il est venu saisir une opportunité et tout ça. Donc il y a ça, il y a ce facteur de l'écosystème qui ne met pas le soutien financier nécessaire à disposition des jeunes entrepreneurs ou des start-upers pour qu'ils puissent amorcer, qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent aller dans leur progression, tout ça. Donc, c'est ces éléments que je peux aborder rapidement. Peut-être qu'il y a d'autres éléments que les autres collègues pourront ajouter et dans les questions-réponses aussi, d'autres éléments pourraient aussi revenir. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Élisée. Effectivement, bon, si je peux noter, vous avez parlé du fait que bon, il y a certains qui ne prennent pas le temps de prendre des conseils chez des personnes qui sont expérimentées, d'accepter l'accompagnement et qui surestiment aussi leurs idées d'entreprise et veulent évoluer très vite, gagner de l'argent très vite, alors qu'il faut un processus et il faut apprendre de ceux qui sont là, de ceux qui ont déjà d'expérience, prendre des conseils pour pouvoir réussir comme en toute chose. Merci beaucoup. Monsieur Jamil. Donc, Monsieur Élisée vient de mentionner quelques erreurs qui provoquent l'échec des entreprises, comme on l'observe un peu partout. Je suis curieux de savoir comment votre entreprise a pu résister à l'épreuve du temps depuis sa création jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il y a il y a des choses que vous pensez avoir bien fait et vous êtes fiers de ça et c'est sur ça que votre entreprise se base pour pouvoir atteindre son niveau de réussite aujourd'hui? OK, merci pour la question. D'entrée, je voudrais dire 190, c'est une entreprise ou un cabinet qui accompagne les startups dans tout le processus de leur développement. Et je pense que nous avons suivi un parcours en 4 points, si je peux me résumer en cela. Le premier point, c'est qu'il y a une adéquation entre l'équipe qui a fondé 190 et le marché ou l'environnement, le marigot dans lequel on évolue, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire, de par l'expérience que nous avons à travailler dans des cabinets et cumuler à travailler avec aussi bien les startups, des petites entreprises au Bénin ou en Afrique francophone, nous avons une meilleure compréhension du marché, des besoins du marché et des problèmes qui sont urgents, qui peuvent être réglés, tels que capter des financements, l'impossibilité pour les startups du numérique, si on peut le dire, digital, de structurer leur offre, de monter des dossiers solides pour aller capter des financements. Je pense que tout à l'heure, Élisée disait que le monde anglophone capte rapidement des financements par rapport au monde francophone. Et donc, pour briser cette barrière-là, nous avons décidé de mettre en place ce cabinet qui qui s'est basé sur 4 points: la compréhension du marché, d'accord, et le fait que le besoin est urgent. Compréhension du marché, besoin urgent, c'est-à-dire qu'il y a des startups qui n'arrivent pas à réellement lever des financements parce qu'elles ne savent pas comment structurer leur offre. Le deuxième point, c'est qu'on est en train de bâtir un business model durable. Et ce business model nous permettra, parce que nous permettra à terme de savoir exactement comment est-ce que nous allons gagner, nous allons fructifier ou générer des revenus pour le cabinet. Et comme un tout business plan, c'est à l'épreuve, c'est sur le terrain avec les clients, la clientèle qu'on essaye d'évoluer avec et de mieux comprendre comment cela va fonctionner. Au-delà de modèle économique ou business model qu'on a élaboré,
qu'on est en train de mettre en œuvre. Nous avons une équipe talentueuse, comme je l'ai dit au début, une équipe talentueuse, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. C'est un challenge qui peut, quand on est seul, parfois on est tenté d'être découragé rapidement parce que au début, dans Startup, on est tenté de faire toutes les activités ou toutes les fonctions, d'occuper toutes les fonctions d'une entreprise avant que cela ne découle. Donc, c'est ça, le fait d'être en équipe, ça permet d'atténuer un peu les choses. C'est pourquoi c'est très bien d'avoir des cofondateurs et aussi des équipes passionnées qui veulent travailler sur le sujet sur une longue période avant que cela ne génère réellement des revenus. Le dernier point, c'est l'adaptabilité et l'innovation constante. Parce que au début, nous avons commencé en nous focalisant sur le marché béninois. Mais à la longue, nous avons vu qu'on ne peut pas se focaliser sur le marché béninois seul parce qu'elle n'est pas assez, enfin, elle n'est pas encore assez mûre pour qu'on puisse se croiser les bras et dire qu'on va rester. C'est pourquoi à la longue, depuis la création, on a décidé d'aller plutôt en Afrique francophone. Et qui dit en Afrique francophone dit l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Merci. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez abordé vraiment d'excellents points, l'équipe et l'ouverture. Voilà, il faut être ouvert à de nouveaux marchés pour pouvoir saisir plus d'opportunités. Je vais passer à monsieur Serge. Donc, monsieur Serge, monsieur Chamou vient de mentionner, de mettre beaucoup plus l'accent maintenant sur l'équipe derrière le projet. Et j'aimerais, par votre expérience, pensez-vous que quel rôle ou bien pensez-vous que l'équipe, la qualité de l'équipe de projet joue un rôle dans la réussite d'une startup? Et aussi, comment savoir si on a sélectionné les bonnes personnes? Parce que si j'ai mon idée maintenant, comment m'assurer, comment savoir quels sont les profils de personnes que je peux sélectionner pour être sûr que, bon, pour avoir au moins un peu de certitude que je vais réussir avec l'équipe là. Ok, merci Rock. Euh, pour moi, avoir une bonne équipe, c'est créer des conditions de travail qui favorisent la saine émulation. Et surtout, bâtir une équipe forte et engagée autour de la vision que l'entrepreneur est en train de prôner. Et pour savoir si on a sélectionné les bonnes personnes, pour moi, il faut pouvoir cerner la personnalité du candidat à travers les différentes interviews qu'on mène. Il y a aussi de l'intuition et puis surtout un peu de patience. Et cette patience-là, on va l'observer en général lors de la période d'essai, au cours de laquelle on évalue le candidat en situation réelle. Donc, c'est un peu ce savant mélange de l'intuition, de la personnalité et de la patience qui, justement, permet de détecter si on a choisi la bonne personne. Et de facto, comme ça, on ne peut pas être certain, on n'a pas on va dire la baguette magique pour dire que Oui, oui. X qui se présente devant moi est la bonne personne qu'il faut. Oui, d'accord, oui, j'ai raison. Vous avez raison, on ne peut pas, juste en voyant la personne, on ne peut pas juste dire qu'on a la bonne personne ou pas. Merci beaucoup. Je vais revenir à Monsieur Lucien. Donc, pour pouvoir conclure sur ce sujet de création d'entreprise, Monsieur Lucien, quelles sont selon vous les trois choses les plus importantes à faire ou à garder à l'esprit lors de la mise en place d'un projet qui a besoin de financement d'apprentissage, un projet qui a besoin de financement, de subvention? Hmm. D'accord, merci beaucoup, Rock, pour la question. Je pense que, de mon point de vue, de mon expérience, c'est 2 ans, c'est pas beaucoup d'expérience, ou 3 ans. Pour moi, démarrer un projet pour lequel on cherche un fonds de démarrage, c'est parti déjà d'une bonne idée de projet. Il faut avoir un bon projet d'abord. Deuxième chose, c'est une bonne équipe. Une équipe capable d'exécuter le projet. L'idée, la bonne idée, l'équipe nécessaire pour l'exécuter. Et la troisième chose, c'est il faut de la résilience. Si on revient sur le premier point, il faut avoir un bon projet.
C'est un bon projet, oui, c'est une bonne idée de projet qui va donner un produit ou un service que les gens vont acheter et tu vas développer un marché ou bien tu vas développer des clients fidèles qui achètent ton produit pour que ton entreprise après survive. Donc, avoir une bonne idée et ce qu'on va appeler généralement projet ou bien, je sais pas comment vous, ouais, ce qu'on va appeler projet ici, il faut que ça soit, ça s'adresse à enfin, un réel problème, un problème dont les gens souffrent. Et ce problème-là, ça doit pouvoir parler à des organisations, entre griffes, auprès desquelles on veut aller lever de fonds. Donc, si vous êtes dans, je sais pas, dans l'artisanat aujourd'hui, vous devez pouvoir imaginer ou bien identifier un problème clé et parce que vous voulez ensuite lever des fonds d'amorçage, il faut pouvoir présenter ce problème-là aux organisations qui sont intéressées par ces domaines-là, qui vont pouvoir vous accompagner. Donc, encore une fois, la première chose pour moi, il faut avoir une bonne idée de projet. Il faut être capable de montrer en quoi c'est pertinent ce problème. En deux, je parlais de l'équipe. Il faut une équipe qui va pouvoir exécuter ce projet-là. Pour avoir une bonne équipe, l'idée du siècle, et vous ne pouvez pas, enfin, si vous n'avez pas l'équipe nécessaire, un peu comme M. Diamio le disait, donc, si l'équipe ne matche pas avec l'idée de projet, vous ne pouvez pas y arriver. Et les gens ne financent pas l'idée de projet. On dit souvent, les gens ils financent l'équipe parce qu'ils financent voilà, une team ou bien parce que c'est sur ces personnes-là, il faut mettre de l'argent. Ils portent, c'est vrai, une idée de projet, une vision, mais c'est pas la vision, bien l'idée ne va pas se réaliser d'elle-même. C'est plutôt les gens qui sont là qui vont l'implémenter. Donc, on tend à voir beaucoup plus l'équipe solide qui match, pluridisciplinaire, les gens qui seront, qui sont techniquement forts, les gens qui sont techniquement bien pour diriger l'équipe. Une combinaison de tout ça, c'est ça qui va constituer une bonne équipe. Et dernière chose, c'est la résilience. Si vous n'êtes pas résilient et vous attendez à lever des fonds pour mener votre projet à bien, vous allez essuyer des échecs et sans la résilience, vous allez abandonner. Donc voilà, Rock, voilà, c'est ces trois éléments-là que je pense que jouer si on veut lancer un projet, on s'attend à avoir à lever des financements pour avancer. Merci. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tous pris note. Il faut vraiment une bonne idée et une idée qui résout un problème que les gens peuvent financer. Il faut avoir une bonne équipe et ça revient. Donc, il faut noter que l'équipe a joué un rôle vraiment important, comme Monsieur Serge l'a souligné et Monsieur Lucien maintenant. Et il faut avoir de la résilience, comme euh, quelqu'un que je connais a l'habitude de le dire. Tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur. Si vous n'êtes pas résilient, essayez de développer cette compétence et d'apprendre d'autres personnes avant de commencer. Merci beaucoup, Monsieur Lucien. Donc, une dernière question rapidement. Est-ce que vous pouvez nous parler de deux difficultés que vous avez rencontrées, deux difficultés que vous avez rencontrées, comme que votre entreprise a rencontrées jusqu'à maintenant et comment vous les avez relevées très rapidement? Bon, je suis, je peux parler de deux difficultés, mais il y en a beaucoup. Alors, la première difficulté auquel on est confronté dans le développement de notre entreprise, c'est déjà le problème de gestion et de communication. Alors, pour expliquer ça, on est une jeune équipe. On a une bonne idée. On a une idée, on veut l'implémenter. On veut développer une solution numérique et tout. Dans l'implémentation de ce projet, il y a beaucoup d'incertitudes. Rien n'est sûr d'avance. Comme Élisée le disait, quand vous avez une idée, pour vous, c'est l'idée du siècle. Il faut y aller. Quand vous allez sur le terrain, vous allez voir les customers ou bien les utilisateurs. Les choses changent rapidement. Vous vous confrontez à la réalité. Et donc, cela fait que l'équipe doit être vraiment, vraiment agile et ça nous a manqué dès le début. Donc, vous développez une fonctionnalité aujourd'hui ou bien vous avez un produit, vous allez tester, vous constatez que ce n'est pas bon et il faut rapidement faire évoluer la solution pour que ça représente ou bien ça reflète ce que les gens veulent. Et cette évolution, il faut vraiment des gens qui sont prêts parce que
le produit doit évoluer, les rôles un tout petit peu sont chamboulés. Quelqu'un qui est Oui. venu comme, je ne sais pas, community manager, du jour au lendemain, il va se retrouver à aller voir les clients. C'est comme il va jouer le rôle d'assistant chargé clientèle ou bien des choses comme ça. Donc, dans le démarrage, en tout cas dans notre cas, ça a été vraiment une période très challengeante où moi, qui me suis retrouvé en position de, bon, directeur, conduire ces changements, c'est pas facile, hein. Ça crée beaucoup de frustration, on ne se comprend pas des Eh, fois, et voilà. Donc ça, c'est le premier, c'est la première difficulté que j'ai notée. La deuxième, c'est l'adoption de la technologie. Et ça, je pense que c'est lié au projet particulier sur lequel on travaille à BioLifeTech. Vous développez une technologie ou bien une solution numérique que vous adressez à des agriculteurs, aux acteurs du monde agricole qui, de base, n'étaient pas forcément préparés, habitués à ces trucs-là. Le problème qu'on a eu à ce niveau, c'est ce problème d'adoption. Ouais, nous sommes sur un problème qui parle aux gens, qui fait leur quotidien. On propose une solution numérique, mais est-ce que ces personnes-là ont la capacité nécessaire techniquement eux-mêmes, les connaissances nécessaires, les outils nécessaires pour y aller? Ce n'est pas évident. Donc, on croyait au début qu'on allait développer une plateforme, lancer ça, ça va prendre, non? On a dû se réinventer dans le sens où ce n'est plus un travail de terrain et un travail de bureau, ça a été plutôt un travail de terrain où il faut aller constamment sur le terrain et sensibiliser les gens, parce que sans ce soutien constant sur le terrain, rien ne va aboutir. Donc, c'est pas cette manière-là qu'on a pu pallier ou bien régler un petit peu le problème d'adoption sur lequel nous continuons de travailler. Je pense que c'est un problème général pour les startups au Bénin, en Afrique, bon, en Afrique francophone, ou appelez ça comme vous voulez, ou en Afrique de l'Ouest. Donc, vous apportez une solution, l'adoption, c'est tout autre chose. Il faut travailler oui, beaucoup. Ça, ce fut une réelle difficulté pour nous et on continue oui. de travailler. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Donc, pour commenter cela, je vais demander directement à Monsieur Serge. Monsieur Serge, Monsieur Lucien vient de mentionner deux points sur lesquels je voudrais vraiment que vous donnez votre avis, votre expérience sur ça. Vous êtes directeur de Enet Africa depuis 6 ans. Donc, Monsieur Lucien parlait de l'aspect marketing et aussi de l'aspect évolution des technologies. J'aimerais que vous commenciez par nous parler un peu de comment votre entreprise aborde l'aspect marketing et comment vous pensez, quels conseils vous pouvez donner aux jeunes startups sur comment ils peuvent promouvoir leurs produits, leurs services. Monsieur Sech. D'accord. Alors déjà, les stratégies marketing ne sont pas figées et dépendent du type de service ou produit que l'entreprise va commercialiser, tout en tenant compte du cycle de vie du produit ou du service. Dans le cas de Inet Africa, nous évoluons dans un business de type B2B, B2C. Donc, très souvent, bon, ce qui est connu, c'est le B2B ou le B2C. Mais là, Oui, notre environnement englobe les deux. oui, Et en raison des caractéristiques de la solution qu'on propose, notre approche marketing est plutôt directe et personnalisée, dans le sens où le processus de prise de décision par le client est assez complexe. Et dans ce cas, nous préférons créer de la notoriété auprès des décideurs directement. Par exemple, nous avons organisé plusieurs workshops portant sur des thématiques qui représentent un réel enjeu dans l'exécution des activités des écoles privées que nous oui. ciblons de manière essentielle. Et le workshop permet une interaction efficace entre la marque Inet et le décideur qui est le fondateur de l'établissement scolaire. Et cette action a véritablement trouvé un écho favorable auprès de la cible qu'on a visée. Ok, Donc, d'accord. voici un peu adapté à mon environnement, voilà ce que je peux dire sur le marketing.
Ok, donc il faut centrer son marketing sur et sur nos clients, le type de clients qu'on a et aussi le type de service qu'on est en train d'offrir. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Élisée, je vais revenir à Monsieur Élisée d'abord. Euh, donc, parlons toujours des difficultés, parce que c'est bien la raison pour laquelle on constate qu'il y a vraiment un grand taux d'échec. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres difficultés que les startups rencontrent que vous voulez, dont vous voulez parler et aussi donner quelques conseils à ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat, comment ils peuvent relever ces difficultés-là? Monsieur Elisée? Oui, je pense que les autres ont abordé les points que je n'ai pas abordés. Donc, l'équipe qui est très important. Après, donc, avoir une bonne équipe, c'est vraiment important pour le développement de votre entreprise, les personnes qu'il faut, les compétences qu'il faut. Donc, super point. Donc, après ça, la question de l'adoption, surtout quand on est startup IT, donc on est startup dans startup du numérique, il y a la question de l'adoption. Donc, Lucien vient de faire ressortir un point très important. Donc, vous développez votre plateforme par votre application mobile ou web et voilà. Maintenant, après, comment vous faites pour que les gens puissent l'utiliser? Parce que les solutions numériques ou les startups numériques, c'est beaucoup d'inconnus. C'est vraiment très beaucoup d'inconnus. Même les grands groupes lancent des projets. Je pense que il y a Google qui a son cimetière des projets qui ne marchent pas. Même les grands groupes comme Google ont lancé des solutions, ont lancé des trucs qui n'ont pas marché et qu'ils ont enterrés. Donc voilà. Donc ça veut dire que quand on est startup IT, on doit savoir qu'on est dans un grand inconnu. Donc il faut de la résilience. Donc, il faut vraiment travailler l'adoption de son produit. Vous allez voir beaucoup de solutions où les gens mettent vraiment l'accent sur la stratégie marketing, la stratégie communication. Ils vont vers le client, ils font des promotions. Donc, ils essaient de tout faire pour que ce produit puisse être adopté parce qu'il faut prendre en compte aussi le taux de pénétration d'Internet Oui. euh, dans nos contextes. Combien de personnes ont accès à des smartphones et dans smartphone, il y a encore smartphone et smartphone. Donc combien de personnes peuvent télécharger une application mobile, peuvent aller sur Internet. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut prendre en compte. Et après, vraiment, la question de l'adoption des solutions numériques est une question vraiment réelle. On reste dans nos bureaux, on reste derrière nos ordinateurs, on développe des plateformes. Après, l'adoption reste tout un problème parce qu'il y a un contexte socioculturel, il y a un contexte Ouais. lié à Internet, il y a un contexte lié à ça. Donc, c'est vraiment des éléments importants à prendre en compte dans ce qu'on est en train de faire. Donc, si je dois donner des conseils, si vous avez une idée, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner et restez ouvert aux différentes critiques positives qu'on émet sur vos idées. Donc, confrontez vos idées. N'hésitez pas à participer à des événements pour aller présenter. Parce que souvent, quand on parle de séance de pitch, par exemple, aux jeunes, ils pensent que c'est pour aller automatiquement décrocher un financement. Ce n'est pas forcément ça. C'est d'abord pour aller présenter ton projet et laisser les gens te cogner pour te permettre de pouvoir le re-questionner, de le retravailler. Donc, n'hésitez pas à participer aux événements juste pour aller présenter votre projet et avoir des retours positifs, critiques, pas seulement quand il y a du financement, mais Ouais. allez-y pour participer à ces événements-là. Faites tout pour vous faire accompagner par des spécialistes et voilà, formez la bonne équipe, soyez résilients, sachez que ça ne peut ne pas marcher du premier coup. Ou que cette idée, même si elle semble la meilleure et que même vous avez travaillé avec les spécialistes qui vous ont accompagné, il se pourrait que il y ait des contextes politiques, culturels et autres qui fassent que ça ne puisse pas marcher maintenant et que peut-être il faut le laisser dans le tiroir, à lancer autre chose et reprendre ça après 2 ans, 3 ans après où ça va marcher. Je prends un cas, c'est Zoom. Donc, Zoom n'a pas été créé pendant COVID-19. Ouais. Les gars, ils ont déjà mis en place la plateforme depuis, mais c'est pendant COVID-19 que voilà, l'opportunité est tombée pour Zoom, mais ils s'étaient déjà Ouais. préparés, ils avaient tout fait. Et c'est à ce moment-là que
presque tout le monde a connu Zoom et tout ça. Ils ont fait énormément de chiffres d'affaires pendant cette période. Donc, voilà, donc votre projet peut ne pas marcher maintenant parce que peut-être c'est pas le temps que ça marche. Il faut une opportunité et c'est pour ça les startups IT ou les startups qui sont dans le secteur du numérique, il y a ce qu'on appelle l'effet de buzz. Donc, souvent, ces startups-là prennent pas un buzz, pas une situation qui déclenche vraiment le développement de cette startup-là. Donc, vraiment, former une bonne équipe, soyez résilient et travaillez beaucoup l'adoption de votre produit. Prenez en compte le contexte socio-culturel, prenez en compte la pénétration d'Internet, prenez en compte vraiment tous ces contextes. Et je pense qu'avec tous ces éléments réunis et de la résilience, vous allez arriver forcément à développer une solution qui marche. Lucien est là. Lucien n'a pas, sa startup n'a pas marché du premier coup. Il n'a pas commencé par forcément gagner. C'est vrai même qu'on peut même commencer par gagner des prix sans que la solution ne marche. On a vu beaucoup de solutions où les gars gagnaient beaucoup de prix, mais la startup même, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sous Ouais, les prix et sous ouais. des trucs. Voilà, Mhm. donc, vous voyez, donc ce n'est pas forcément du premier coup que tout a marché pour lui. Ils ont eu des nuits blanches. Ils ont eu des moments où forcément ils se sont dit, bon, les gars, est-ce qu'on n'abandonne pas cette solution? Il faut passer à autre chose. Et ils sont là, et ils étaient là en train de continuer à croire. Et bim, ils ont commencé par gagner les premiers prix. Ils ont commencé par lever les premiers financements. Ils ont commencé par faire les gens ont commencé par croire en eux. Ils ont commencé par être invités un peu partout dans le monde. Ils sont partis décrocher des prix à l'international. Donc, c'est comme ça marche. C'est Ouais. pas automatique. C'est de la résilience, c'est du développement, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est de l'innovation, c'est de la créativité, c'est se remettre en question. C'est tout ça qui fait qu'à la longue, on a une start-up qui se développe et qui prospère. Voilà, c'était ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Équipe encore, résilience, accompagnement, accepter les critiques, pratiquer son idée, pratiquer, écouter l'avis des autres sur son idée pour pouvoir le réorienter, l'améliorer et tout. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez mentionné, monsieur, il disait l'adoption dans le contexte. Et je crois que monsieur Lucien aussi a parlé de adapter la technologie à l'utilisateur, adapter la technologie bon, je vais pas utiliser le mot modernité ou bien modernisation, mais tant que la technologie évolue, il faut que la technologie de notre startup aussi évolue. Donc, avant de finir par Monsieur Jamiou, je vais inviter encore Monsieur Serge. Euh, donc, Monsieur Serge, pouvez-vous rapidement, voilà, en quelques phrases, nous dire quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour assurer que votre technologie évolue, parce que vous êtes dans le système éducatif, vous utilisez le numérique et tout. Comment vous assurez que votre technologie évolue efficacement au fur et à mesure que la technologie en général évolue et que votre clientèle aussi s'accroît? Ça, voilà. Monsieur Serge. D'accord. Déjà, lors de la... Allô, on m'entend? Oui, Allô, on m'entend? oui, je vous reçois. Donc, d'accord. Donc, je disais que lors de la conception de notre solution technologique, déjà, nous avons un logiciel de gestion qui permet d'administrer et de proposer des solutions, comment on dit ça, de proposer des prises de décision, voilà, aux utilisateurs. Donc, nous avons opté à la base pour une architecture de type microservice, donc qui est hébergée dans un environnement cloud. Donc, ce qui OK. permet de pouvoir mieux gérer les différents pics d'activité que peut créer le recrutement massif d'utilisateurs. Donc, du coup, lorsque vous avez, par exemple, 100 000 clients, vos serveurs vous permettent d'accueillir 100 000 clients. Ouais. Si du jour au lendemain, vous passez à 500 000 clients, automatiquement, on accroît les capacités des serveurs. Donc, voilà, donc pouvoir tenir les pics d'activité et l'accroissement de la clientèle, c'est vraiment à l'origine de la conception de la solution qu'on réfléchit à cela. D'accord, intéressant. Euh, donc, tout le monde peut essayer. Bon, la technologie évolue, les TIC deviennent de plus en plus nombreux, l'Internet a beaucoup de fonctionnalités maintenant. Donc, on peut dire que, bon,
presque toutes les entreprises peuvent utiliser les titres pour pouvoir faire grandir les entreprises, euh, pour faire le marketing, accroître les clientèles et tout. OK. D'accord. Donc, Monsieur Chamiou, je vais finir avec vous. Donc, vous êtes spécialiste de préparation des startups à la recherche de financement. Donc, la diversité des sources de financement est un aspect vraiment important pour la stabilité financière et la suivi des startups, bien entendu. Comment votre entreprise aborde-t-elle l'obtention de financement ou l'obtention de subventions ou de financements alternatifs? Et quel rôle pensez-vous que ces financements-là jouent dans la stratégie globale d'une startup? Ok, merci pour la question. Je vais donner la réponse de mon entreprise, mais je vais plus donner aussi des réponses concernant les entreprises ou les startups avec lesquelles je travaille ou avec lesquelles nous avons travaillé. Euh, un cabinet qui accompagne les startups, il prépare l'investissement, les financements que ces types de cabinets ont souvent, c'est avec des partenaires techniques et financiers, monter un programme et pouvoir former des startups, soit les préparer à avoir le plan d'affaires ou les préparer à savoir faire le plan d'affaires. Et donc, ça, c'est des sources de financement sur la base des subventions de partenaires techniques et financiers. Mais au-delà de ces types de financement, il y a des services que nous mettons en place où, lorsque ces startups viennent vers nous et que nous commençons par travailler avec elles, il y a un pourcentage où il y a quelque chose à payer, mais maintenant, lorsque la levée de fonds est réellement faite, il y a une contrepartie également à payer lorsque c'est réalisé. Mais au-delà de ça, les startups avec lesquelles nous travaillons, voici comment elles abordent l'approche de subvention. Parce que lorsqu'on crée une startup, il faut se retenir d'abord que le premier capital, c'est d'abord vous, le capital humain, votre équipe. Ensuite, le second capital viendra encore de vous, c'est-à-dire de votre poche, de votre économie. Donc, faites quoi? Pensez que lorsqu'on commence une startup, c'est plutôt commencer par courir de subvention en subvention, c'est une grave erreur. Et donc, il faut assez d'économies pour commencer et compter sur ses propres forces, sur ses économies et ensuite sur celles de ses familles, c'est ce qu'ils appellent love money. Love money, c'est-à-dire les proches et autres qui ont confiance en votre idée, vous confient de l'argent. Maintenant, allons vers les financements. Pour les financements, il faut identifier clairement cela, les sources de financement, de subventions que peut avoir sur place dans son pays ou se rapprocher des incubateurs ou centres d'incubation et autres pour être informé de ce qu'il en est. Mais aussi participer souvent à des ateliers, des webinaires comme ceci pour avoir l'information, parce que l'information est capitale dans ces circonstances pour avoir les subventions. Pouvoir constituer son dossier, monter son dossier, parce que beaucoup de gens viennent vers nous et pensent que suffit d'avoir une idée et capter des financements. Quand vous avez une idée, il faut que vous formalisez, allez enregistrer, avoir un registre de commerce avant de commencer par capter des financements dans certains cas. Et aussi avoir au sein de son équipe la capacité de développer des partenariats. Je l'ai dit tantôt, en participant à des événements, en développant son réseau, en essayant d'étendre son réseau à partir des anciens clients, etc., etc. Et il y a aussi des possibilités de financement alternatifs tels que les crowdfunding, les financements participatifs, où il y a des plateformes qui permettent, sur la base de l'idée que vous proposez, si par exemple l'idée couvre ce qui concerne la protection de l'environnement ou la réduction comment on dit, de l'empreinte carbone, etc. Peut-être qu'il y a des volontaires qui vont vous donner 5 $, 10 $, etc., sous forme de dons et vous pouvez faire évoluer votre idée d'un point A à un point 2 avant que cela ne commence par générer des financements. Et le rôle, c'est que ce n'est pas prioritairement qu'il faut aller vers les subventions, comme j'ai dit, parce qu'on ne crée pas une entreprise durable pour le faire financer par les subventions. Et donc, il faut solidifier, il faut tester son modèle économique pour que ça puisse réellement générer des revenus et que les subventions et autres soient juste complémentaires à ce que vous êtes en train de bâtir. Merci. Okay. D'accord, excellent, monsieur. Alors, parlant des financements, des subventions, quelles sont les organisations
les programmes de financement, les investisseurs en Afrique ou bien en dehors de l'Afrique que vous pouvez recommander à ceux qui nous suivent actuellement. Donc, je demande aux participants de bien prendre note pour pouvoir rechercher ces noms-là sur Google Ok. pour faire profiter. Il faut dire qu'il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Il suffit d'aller sur Internet, mais il faut aussi parfois orienter les gens pour qu'on ne perde pas le temps. Vous savez, si vous êtes au Bénin ou en Afrique, je pense qu'il y a le programme de Tony Elou Melo Foundation, TEF, qui permet quand même d'avoir 10 000 dollars ou 5 000 dollars pour vos idées sous forme de subventions, etc. Donc, ce programme est lancé actuellement et je pense qu'au Bénin, c'est CMS-City et autres qui permettent d'accompagner les porteurs d'idées, de projets pour soumissionner et être retenus. Dans d'autres pays, il y a sûrement d'autres institutions qui s'en chargent. Nous avons également au Bénin des structures telles que Etrilab qui a des programmes qui permettent de donner des subventions ou de former des entrepreneurs qui sont dans le digital. Nous avons aussi au niveau du Centre international de commerce le programme NTF, NTF 5, qui est un programme qui accompagne les startups qui sont dans le numérique. Et ce n'est pas du financement en tant que tel, mais les formations aussi, c'est du financement. Parce que si ces startups vont payer les formateurs, ça va leur revenir un peu cher. Donc, c'est une autre forme de financement. Nous avons actuellement le programme de l'Agence française de développement Talent Infrafusé qui finance. Mais au Bénin, actuellement, nous avons le Talent que Élisée peut mieux en parler puisque son cabinet, son entreprise fait partie de celles qui s'occupent de cela. Talent for Africa, où les startups peuvent bénéficier de financements allant de 5 millions jusqu'à 50 millions de francs CFA. Nous avons aussi Omeo Capital, qui est également dans ce secteur. Vous pouvez taper sur Internet pour avoir cette information. Nous avons Noru Capital au Bénin, Benin Business Angel. Je vais vous laisser un lien, d'accord, un guide que je suis co-auteur, dont je suis co-auteur, financé par la GIZ, où vous pouvez voir plusieurs autres institutions ou organismes, programmes qui financent les startups dedans. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous pour avoir partagé ces informations et je suppose que les participants ont bien pris note de ça. Merci à Monsieur Lucien, Monsieur Serge, Monsieur Élisée. Merci à tous les participants pour nous avoir suivis. Donc, s'il y a des questions dans le chat, on va essayer de les prendre. Osvaldo, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je ne regardais pas le chat. OK, donc, on va commencer par le... Mais en attendant, s'il y a des participants qui aimeraient ouvrir leur micro et parler, vous pouvez juste lever la main et on va vous permettre de parler. OK, il n'y a pas de questions. Donc, s'il y a des personnes qui veulent participer ou bien poser des questions ou bien commenter, vous pouvez y aller. Nous avons quelques minutes. OK. Osvaldo, je pense qu'on doit permettre aux gens de parler. C'est comme ça que la salle a été configurée. Donc, il faut essayer de faire ça avec moi alors tout top. Je ne savais pas. OK. Donc, s'il y a des participants qui aimeraient poser des questions directement ou bien commenter, apporter une participation aux différentes questions qu'on a répondues, vous pouvez ouvrir votre micro. Mais en attendant, s'il y a un panéliste qui veut ajouter aussi quelque chose, vous pouvez être en train de le faire. C'est libre. OK. Euh,
Allô, Rock, moi je voudrais. Oui, allez-y, monsieur Sage. On m'entend? Oui, 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 je oui. voulais juste féliciter Jamiou parce que ce qu'il fait est assez intéressant. Donc, justement, il y a 10 ans, lorsque nous on débutait, il n'y avait pas ces structures-là pour accompagner les startups depuis l'idéation jusqu'à arriver au MVP et même les amener à trouver des fonds et à mettre en place des stratégies pour trouver des fonds. Donc, Ok. c'est vraiment assez intéressant. Et je pense que tous ceux qui nous suivent doivent effectivement s'orienter, doivent s'orienter effectivement vers ces. Allô? Hello, Oui, can you guys hear monsieur. me? Rock, ton micro est Allô? fermé. Oh, damn. Oui, donc, merci, monsieur Sage. Je crois que vous étiez en train de féliciter monsieur Jameo pour son travail. Et c'est excellent. Merci beaucoup à vous. Donc, je ne sais pas si monsieur Élisée, monsieur Lucien ou monsieur Jameo a un dernier mot ou s'il y a un panéliste non, un participant qui veut prendre la parole. Sinon, on va arrêter le webinaire là. OK. Il y a Samuel. Oui, Samuel, vas-y. Oui, bonsoir à tous. J'espère que Bonsoir. vous allez bien. Ouais. Je tiens à remercier les panélistes pour ces riches moments de partage qu'ils ont eu avec nous. C'est avec un grand plaisir que je vous ai suivi. Alors, ma question va s'adresser, bon, je vais aller à Monsieur Élysée. Nous avons parlé, bon, vous aviez parlé des questions de équipe résiliente. Souvent, en tout cas, pour ma petite expérience, le problème, ce n'est pas toujours au niveau comment dire, du projet qui ne marche pas, mais peut-être de la démotivation qui vient, qu'on remarque chez certains membres de l'équipe. Et j'aimerais savoir, vous, en tant que coach, qu'est-ce que vous nous conseillez pour réactiver la motivation chez les membres de l'équipe? Parce que c'est l'entreprise, comme vous l'avez dit, c'est l'équipe elle-même. Merci. Qu'est-ce qu'il faut pour donner de la motivation à l'équipe? Il faut leur donner de l'argent. Il faut des billets de banque. C'est la première grande motivation. Ah non, mais c'est pour ça il faut que il y ait une vision de départ. Il y a une vision de départ et qu'on se dise la vérité au départ en se disant les gars, ça doit être clair entre nous que ça ne va peut-être pas prendre du coup, mais donc préparer la mentalité. C'est pour ça on dit souvent on dit avant de posséder une entreprise, il faut devenir entrepreneur. Donc, devenir entrepreneur, c'est la mentalité de l'entrepreneur. Donc, la mentalité de l'entrepreneur, c'est ce qu'on a commencé par dire. Donc, la question de la résilience, s'auto-motiver. Un entrepreneur s'auto-motive, hein. C'est-à-dire que même quand il est au bas de l'échelle et que tout va mal, il trouve la force, il puise la force on ne sait d'où, de peut-être la vision de l'objectif qu'il veut atteindre et tout ça pour se remotiver. Donc, il faut être clair au départ pour se dire, les gars, on veut se lancer dans ce projet. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc, il faut qu'on soit fort mentalement. Donc, il faut donc le mindset de l'entrepreneur. Donc, il faut devenir entrepreneur avant de posséder une entreprise. Donc, il faut posséder le mindset de l'entrepreneur, la résilience, la persévérance, l'acceptation de l'échec, le fait de savoir qu'on n'est pas dans du salariat. Donc, il y a cette question de l'instabilité financière, tout ça. Des fois, ça marche, des fois, ça ne passe pas. Donc, c'est le fait qu'au départ, on a défini une vision, on veut atteindre l'objectif, tout le monde est motivé pour ça. Et au départ, on s'est dit aussi les vérités en se disant, les gars, on ne sait pas ce que ça va donner, combien de temps ça va prendre pour donner. Donc, et acquérir la mentalité de l'entrepreneur. Donc, changer notre mindset, sortir de ce format
de la mentalité du salariat où tout bain, tout va, on a ce qu'il faut pour manger. Là, on rentre vraiment dans une autre dynamique, donc il faut se préparer à ça. Et donc, quand il y a une saison de démotivation, c'est de trouver le temps de se revoir, de reparler, de ramener les objectifs qu'on s'est fixés, de trouver les moyens pour continuer à avancer. Donc, c'est vraiment ça ce que je peux dire, à part les billets de banque. Ok, d'accord. Merci, Monsieur Élisée. Je crois que nous avons tous pris note. Donc, je vais essayer de regarder. Ok, Monsieur Thierry. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. Ah, génial. Félicitations pour l'organisation de ce webinaire et aux différentes interventions, celles d'Élysée et autres, etc. À la question, j'ai envie d'ajouter ou de complémenter, d'ajouter quelques éléments de réponse en plus de ce que venait de dire Élysée en réalité. Et oui, en réalité, l'argent est comme source, est la source, est une source de motivation, mais je voudrais dire que ce n'est pas la toute première. Comment faire pour motiver l'équipe? Si vous mettez l'argent en avant ou vous, vous, on motive pas le billet de l'argent, à la longue, de, de, ça risque de péter. Et lorsque les moments seront très difficiles, vous n'aurez pas suffisamment de personnes, c'est-à-dire que lorsque les fonds en roulement ne seront pas là ou des choses seront là, les gens vont partir. Donc, au départ, la première raison principale en réalité pour laquelle c'est le au niveau de recrutement. Donc, les associés, c'est les critères que vous êtes définis pour pouvoir trouver des personnes avec qui travailler sur tel ou tel projet en réalité que vous avez. Donc, il faut que ils épousent, au-delà même de la vision, il faut que ce soit la thématique, le sujet ou le problème que vous êtes en train d'essayer de résoudre soit un problème auquel tout le monde consent à la résolution. Vous voyez, c'est très pertinent en réalité cet aspect. Je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle en connaissance de cause. Et si vous mettez vraiment l'argent là, lorsque le problème en réalité sera confronté à un moment donné où ce ne serait même pas en réalité le vrai problème que vous êtes en train de résoudre, parce que rien ne prouve en réalité que c'est véritablement le vrai problème, vous serez, vous serez déçu en ce moment. Et deuxième chose, c'est les raisons pour lesquelles chacun est associé à ce problème, à la résolution de ce problème-là, à proposer cette solution et à travailler à cette solution. Et je crois, Élisée l'a dit, les plannings, donc il faut être organisé, discipliné d'une certaine manière, à avoir des séances hebdomadaires pour avoir le feedback de chacun des uns et des autres qui vous permettrait de pouvoir évaluer encore le taux de rétention de chacun sur la mise en œuvre de cette solution-là. Et en plus, D'accord. attribuer des tâches à chacun, c'est que chaque personne est dans l'équipe est là pour telle chose et non juste parce que c'est un projet qui va être rentable, il aura beaucoup d'entrées, beaucoup d'argent et focus sur l'argent en réalité. Donc, ils savent qu'ils doivent donner telle chose et définir des échéances. Donc, tous ces éléments-là permettent au fur et à mesure, en tant que responsable ou en tant qu'associé juste, d'évaluer le niveau j'allais dire, de motivation, de rétention de chacun au fur et à mesure que vous évoluez. Et à un moment Ok. donné, il faut pas hésiter d'expulser les gens s'il faut expulser. Voilà, pour ne D'accord, pas. d'accord, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Merci pour votre rapport. Donc, monsieur Jamil, votre dernier mot. On est en train d'aller en dehors du Rapi- temps. On va Rapidement, terminer. c'est pour dire à tous ceux qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat de savoir que on ne vient pas à l'entrepreneuriat pour se dire qu'on va se mettre plein les poches dans un délai d'un an, 2, 3 ans et tout. Si c'est ça, aller vendre peut-être du charbon ou bien du pétrole ou bien de l'essence. Parce que lorsqu'on parle d'innovation, il faut du temps. C'est pourquoi dans les pays développés, il y a l'État et des fonds d'investissement qui accompagnent très vite
les startups pour qu'elles aillent loin. Parce que quand vous démarrez, vous avez beaucoup plus besoin d'argent. Mais dans nos contextes ici, si vous n'avez pas de subventions et vous n'avez pas assez d'économies et que vous n'êtes pas nombreux, vous ne pouvez pas tenir. Et donc, lorsque dans une équipe, il y a le découragement, simplement, il faudrait que la seule personne qui peut continuer l'idée continue et laisse les autres. Parce que le ventre qui a faim n'a point d'oreille. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Jamil. Donc, merci à tous les participants, les panélistes. Nous avons noté beaucoup d'éléments lors de ce webinaire. Merci à vous et j'espère qu'on va tous vous avoir encore pour notre prochain webinaire. Merci. Au revoir. You and I, we're breaking bounds on bounds.